accueillir Pierre Mollier et Gilles Pasquier, accompagnés de Jean-Luc Bergonzi. Mesdames, Messieurs, mes chères sœurs, très chers frères, très chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir et nous souhaitons la bienvenue dans ce grand temple qui porte le nom d'un de nos illustres frères, Jean Mons, qui fut grand maître de 1980 à 1989 et initiateur du projet de la rue Christine de Pizan. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de la Grande Loge nationale française, de vous présenter tous nos meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle de nouvelles valeurs de fraternité, de paix, d'harmonie, de concorde rejaillit sur nous tous, ainsi que sur tous nos frères en l'unité. Du fond du cœur, nous vous souhaitons plein d'amour, plein de tolérance, plein de sagesse, de force, de beauté, mais aussi et surtout plein de bonheur. Cette année 2019 est marquée pour Français au sein de notre Grande Loge par deux anniversaires. Le premier est celui de l'arrivée en 1979 de frères en provenance de la Loge nationale française qui fondèrent deux respectables loges, les Anciens Devoirs numéro 238 et Saint-Jean-Chrysostome 239. Parlant de cette dernière, je salue son premier initié, qui est devenu un vénérable maître ancien, ou plutôt un ancien vénérable maître, notre frère Patrick Paulus, ici présent. Et 2019 marque aussi l'anniversaire d'une juridiction à nous, le grand chapitre français suprême Conseil du rite moderne pour la France. En effet, il y a bientôt 30 ans, le 9 février 1999, un protocole d'accord est signé entre notre Grande Loge et le grand chapitre français, reconnaissant l'autorité du chapitre pour régir les hauts grades du rite français. Je voulais remercier les frères de ce grand chapitre présent ce soir parmi nous. Je voulais bien sûr tout naturellement remercier Jean-François Bardou, assistant grand maître, représentant notre grand maître Jean-Pierre Collet, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accorder un entretien juste avant cette conférence et qui malheureusement, retenu par d'autres obligations, vous prie de bien vouloir l'excuser. Et puisque je parle de remerciements, j'évoquerai les noms de Thierry Zarcone, vénérable maître de la Loge nationale de recherche de Villard de Haute-Cour, présent ce soir parmi nous, remercier l'assistant grand maître d'honneur, Dominique Charpentier, qui est venu de Nice pour vous entendre, mon cher Pierre. Et des remerciements aussi qui s'adressent aux organisateurs de cette soirée. J'ai nommé Christophe Bressier, grand maître provincial de la province de Neuilly-Villaud, tous les frères de la respectable loge L'Épée et la Rose numéro 1116, qui est une loge de travail, une loge d'excellence, une loge de travail et de recherche au 3e grade du rite français, selon le rituel de 1785, et de son père maître, notre frère Jean-Luc Bergonzi, sans oublier le respectable frère Christian Mahout, ancien grand maître de la province de l'UPS, qui nous a tant aidé à réaliser cette soirée. Il nous faut aussi évoquer les retraites. La Loge a reçu de multiples messages concernant des frères, des sœurs que vous connaissez bien, mon cher Pierre. Le premier d'entre eux, notre député grand maître, le frère Jean Yesiguelian, qui représente la maçonnique dans le sud de la France. Mais je voulais surtout évoquer deux anciennes grandes maîtresses de la Grande Loge féminine de France, en la personne de Denise Oberlin et de Catherine Jeannin Naldé, qui ne peuvent, retenues par d'autres obligations, être là avec nous, et je vous assure qu'elles le regrettent sincèrement.
Sans oublier de citer le frère Pascal Bergeau, grand maître de la Grande Loge traditionnelle et symbolique au Opéra, qui nous a écrit personnellement pour nous demander d'exprimer ses regrets, mais je sais qu'il est dignement représenté par un frère membre de son grand collège, notre frère Pascal Bergeau. Pascal Beff, entre les Pascal, se trouve, je confonds. Bon. Il est temps maintenant, mon cher Pierre, de vous présenter, même si beaucoup vous connaissent déjà. Alors, vous êtes directeur de la Bibliothèque du Grand Orient de France et conservateur du musée de la franc-maçonnerie. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Vous avez été commissaire de la grande exposition de la Bibliothèque nationale de France en 2016 qui avait pour titre la franc-maçonnerie. Votre domaine de recherche couvre toute l'histoire de la franc-maçonnerie et vous avez travaillé notamment sur les liens avec le pouvoir sous le Premier Empire et la Troisième République. Spécialiste de l'histoire des rites maçonniques, vous vous êtes intéressé aussi aux différents aspects de l'iconographie symbolique et de la phaléristique, qui est l'étude des ordres civils et militaires, décoration et ses médailles. Vous êtes rédacteur en chef de la magnifique revue Renaissance traditionnelle, qui, je ne doute pas, si l'Institut maçonnique de France devait accorder un jour un prix à une revue, eh bien je crois que cette revue serait en bonne place avec, bien évidemment, permettez-moi ce grand chauvinisme, avec nos cahiers Villard de Vous co-dirigez aussi les chroniques d'histoire maçonnique, vous contribuez à Franc-Maçonnerie Magazine, et vous êtes membre du comité de rédaction de Joaben, la revue du grand chapitre général du Grand Orient de France. Vous êtes aussi le co-organisateur de grands colloques internationaux d'histoire sur la franc-maçonnerie, la World Conference on Fraternalism, qui a lieu tous les 2 ans à la Bibliothèque nationale de France et qui se tiendra cette année du 13 au 15 juin. Enfin, en 2018, vous êtes nommé par le ministre de la Culture au sein du Haut Conseil des musées de France. Vous avez publié une dizaine d'ouvrages autour de la franc-maçonnerie et plus d'une centaine d'articles dans des revues maçonniques, d'histoire maçonnique, culturelle, et même des revues spécialisées telles la Revue des musées de France ou la Revue. Nous avons retenu principalement, concernant le français, le régulateur de maçon de 1785-1801, la fixation des grades symboliques du rite français, histoire et documents, par en 2004, la chevalerie maçonnique, les hauts grades du rite français, histoire et texte fondateur, le régulateur des chevaliers maçons, paru chez Bertrand en 2017, ouvrage pour lesquels vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'Institut maçonnique de France, catégorie histoire, remis en 7 novembre 2017 lors du 15e salon maçonnique du livre de Paris. Et vous pouvez le dédicacer votre dernier opus, le régulateur du maçon, les grades symboliques du rite français, histoire et culture fondateur. Sans compter la direction de nombreux ouvrages collectifs, dont le magnifique catalogue de l'exposition sur la franc-maçonnerie de la BNF en 2016. Mais les amateurs éclairés n'hésiteront pas à consulter votre blog qui s'intitule Rassembler ce qui est rare, le bloc-notes de Pierre Morin. Il me faut maintenant présenter notre grand témoin, Gilles Pasquier, qui est aussi connu sous son nom de plume, Jules Métis. Alors, Gilles et Jules. Gilles, pour les ouvrages alchimiques. Alors, c'est Jules pour les ouvrages alchimiques, et maçonnique aussi, et Gilles pour les deux aussi, finalement. Vous êtes désormais retraité, mais avoir votre vie un heureux retraité, qui a longtemps exercé son talent au sein d'associations pour la réinsertion sociale, ce qui fait de vous, sans doute, un frère épris de justice. Vous êtes aussi un fin connaisseur du rite français que vous pratiquez depuis plus de 40 ans, tant en Belgique qu'en France. Nous vous devons, en termes d'ouvrage en matière alchimique, l'entrée du latyrin, en termes maçonniques, la voie du franc-maçon, technique initiatique de la franc-maçonnerie spéculative. Plus récemment, les 3 secrets du franc-maçon enfin révélés, technique de transformation dans la tradition maçonnique. Et enfin, coécrit avec Laurent Philippe, paru en octobre dernier chez Verdi, Études d'alchimie, 4 traités d'alchimie. Et donc aussi sous la direction de Thierry Zarcone, dans La fabrique de la franc-maçonnerie française, Histoire, sociabilité rituelle, 1725-1750. Un article, mais vous êtes surtout l'auteur de très nombreux articles dans le cahier Villard de ce qui vous classe
parmi les meilleurs connaisseurs des débuts de l'histoire de la franc-maçonnerie en France. Alors, après une conférence d'une quarantaine de minutes, la parole sera donnée à notre témoin, puis elle circulera comme les usages. Ensuite viendra un banquet, terme spécifique au rite français, où vous aurez tout loisir de poursuivre, si tel est votre plaisir, la conversation tant avec Pierre Roger qu'avec Gilles Pasquier. Alors, mon cher Pierre, 1717, dont il pense 1721, sont posées à Londres les fondations de la franc-maçonnerie dite spéculative, avec la création de la Grande Loge de Londres de Westminster et les principes qui seront codifiés en 1723 dans les célèbres constitutions d'Anderson. Cette franc-maçonnerie s'établit ensuite en France avec l'allumage des feux de la première loge en 1725. 1728 voit la fondation de la première grande loge de France qui deviendra en 1773 le Grand Orient de France. Bien que les premières loges françaises n'aient pas été fondées par la Grande Loge anglaise de 1717, les relations entre cette grande loge et la première maçonnerie française ont été étroites, et la comparaison entre les textes français et les textes anglais de l'époque montre que les rituels et catéchismes français primitifs étaient essentiellement conformes à ceux de la Grande Loge anglaise. En 1742, Paris compte 22 loges, et en 1771, la franc-maçonnerie française est florissante avec plus de 250 loges pratiquant un rite, le rite français, finalement le rite des Français. Alors, le 12 août 1785, après une dizaine d'années de longues pénibles efforts, le Grand Orient de France adoptait enfin un rituel de référence pour ces loges, rituel connu sous le nom de régulateur du maçon. Ce régulateur codifiait les usages de la maçonnerie française des années 1770 pour les 3 premiers grades. L'étudier, c'est s'interroger sur les origines, la formation et la réalité plurielle du rite français au siècle des Lumières. N'est-il que la version française du rite des modernes? A-t-il d'autres sources? Quelle est sa sensibilité philosophique et religieuse? Mon cher Pierre, ce soir, pour enrichir nos connaissances, nous avons besoin de vos lumières. C'est donc cette période que nous allons compter, peut-être plus, et c'est avec plaisir, et aussi pour le plus grand profit, que nous allons vous entendre sur la fondation du rite français au siècle des Lumières, le régulateur du maçon. Merci, mon cher Lionel, de cette présentation flatteuse mais agréable. Et merci, chers amis, de votre accueil, parce que pour un pur produit comme moi du Grand Orient de France et de la tradition maçonnique libérale, siéger dans cette chaire et dans ce temple est une épreuve initiatique et je suis très, très impressionné. J'espère que les foudres des dignitaires du Grand Orient du passé ne vont pas s'abattre sur nous. Toujours est-il que merci de votre accueil, merci de votre gentillesse. Et merci d'avoir fait un cadre qui puisse nous permettre d'échanger autour du rite français qui, comme son nom l'indique, est le rite des Français, est le grand rite maçonnique de l'histoire de la franc-maçonnerie française au XVIIIe siècle. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu d'où il vient et comment il s'est formé. Alors, ça a bien sûr un intérêt pour les frères ou les sœurs qui pratiquent le rite français, mais ça a aussi un intérêt pour les frères et les sœurs qui pratiquent d'autres rites, parce que tous les rites se sont influencés les uns les autres, c'est des emprunts, c'est au contraire des moments où on essaye de se singulariser par rapport à d'autres rites, et puis pour les profanes, c'est une façon de découvrir un peu le corpus des rites maçonniques, ses sources et sa dimension.